Je vous rappelle que la métallurgie a conclu une nouvelle convention collective en février dernier, laquelle convention collective trouvera pour l'essentiel à s'appliquer au 1er janvier 2024, avec une exception notable, qui est celle qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer, à savoir la protection sociale complémentaire. Quand on parle de protection sociale complémentaire, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de deux choses. On parle de prévoyance lourde, à savoir ce qu'il advient en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès du salarié, et on parle de complémentaire santé, plus communément appelée mutuelle dans la vie de tous les jours. Donc, nous allons successivement voir ce qui est prévu dans les dispositions conventionnelles sur ces deux thèmes, et puis nous prendrons un moment pour évoquer ce qui est à faire pour les représentants du personnel dans vos entreprises, pour ceux d'entre vous qui sont des élus ou des délégués syndicaux. Donc, si on précise un petit peu les choses, j'aime toujours remettre l'église au milieu du village, la métallurgie c'est une branche énorme, hein, vous êtes 1,5 million de salariés dans cette branche, qui se compose de 42 000 entreprises, avec beaucoup de petites entreprises, mais aussi de très grandes entreprises. Les plus grandes avaient généralement, depuis longtemps, des dispositions en matière de prévoyance lourde et de complémentaire santé. Nous verrons ce qu'il advient et ce qu'il convient de faire dans leur cas quand elles avaient déjà des accords d'entreprise sur ces deux sujets. Donc on va maintenant regarder de façon un petit peu plus détaillée ce qui se passe en matière de prévoyance. Au préalable, désolé, peut-être le cadre, on en a dit deux mots, la convention en elle-même le 7 février 2022, avec le même jour un accord relatif précisément à la protection sociale complémentaire, et cet accord a été précisé par le biais d'un avenant en juillet dernier, qui a vraiment défini le cadre dont on avait besoin pour mettre vraiment les choses en œuvre au 1er janvier prochain. Donc, en matière de prévoyance lourde, donc, quelque chose qui est très important, jusqu'à présent, dans votre branche, les non-cadres n'étaient pas couverts par des dispositions nationales, mais par des dispositions souvent départementales, voire sur des bassins d'emploi. Et il y avait une grande hétérogénéité de dispositions concernant la prévoyance des non-cadres. Dans certains territoires, les choses étaient relativement protectrices, dans d'autres, on pouvait n'avoir quasiment rien. Donc la grande avancée de ces nouvelles dispositions conventionnelles, elle touche à la prévoyance des non-cadres, sachant que, cependant, il est prévu en matière de prévoyance lourde des choses différentes pour les cadres et les non-cadres. Dernier point, dans l'approche de la démarche en matière de prévoyance lourde, les accords, enfin l'accord de février et l'avenant de juillet ont défini un socle de couverture minimum pour les populations cadres et les populations non cadres, et de nombreuses possibilités d'amélioration de ce socle par le biais d'options facultatives qui sont extrêmement variées, qui peuvent porter sur le décès sous de multiples formes, et puis de façon moins détaillée sur les autres volets de la prévoyance lourde. Donc en ce qui concerne les dispositions qui sont prévues en matière de prévoyance en cas de décès, chose très importante, on a de la rente d'éducation aussi bien pour les cadres que pour les non-cadres, qui était très loin d'être le cas dans la plupart des conventions départementales pour les non-cadres. La seule différence finalement entre cadres et non-cadres en cas de décès, c'est le montant du capital décès, puisque celui-ci est d'1 an pour les non-cadres et 2 ans pour les cadres. S'agissant de la rente d'éducation, celle-ci est variable en fonction de l'âge des enfants. Elle va de 4 à 8% du salaire de référence
sachant qu'il y a quelque chose de tout à fait important qui est prévu s'agissant de ce salaire de référence. C'est un plancher qui va consister à considérer que, à minima, la rente d'éducation sera égale à 4% du plafond de la sécurité sociale. Donc, pour illustrer les choses, pour un enfant âgé de moins de 16 ans, la rente plancher sera de 147 € par mois et 1759 € par an. Je vous rappelle donc que ce PASS est de 43 986 €, donc cette disposition elle est très importante pour les salariés qui ont de bas niveaux de rémunération, et ça fait une proportion très significative des salariés de la branche métallurgie qui vont pouvoir bénéficier de ce plancher en matière de rente d'éducation. Donc ça c'est sur les garanties en matière de décès. Sur les garanties en matière d'incapacité de travail, on a aussi des différences entre cadre et non-cadre, bien évidemment, sinon on aurait eu un régime unique. Cependant, pas mal de points communs. La franchise est de 90 jours continus d'arrêt, et ce pour les salariés qui sont présents depuis moins d'1 an. Quand on est là depuis plus d'1 an, on est dans la loi de mensualisation, et la garantie va prendre effet en complément puis en relais du salaire maintenu par l'employeur au titre de ses obligations, avec une grande distinction cadre et non cadre qui est que les cadres ont un maintien de salaire intégral qui leur est garanti pendant 6 mois, enfin 180 jours pour être précise, alors que pour les non-cadres, cette disposition n'existe pas, et donc on a une couverture à 75%, au-delà de 180 jours pour les cadres, et dès l'intervention du régime pour les non-cadres. Donc une incapacité temporaire de travail qui va être identique cadre et non-cadre après 6 mois d'arrêt, mais nettement meilleur pour les cadres sur les premiers mois d'arrêt. S'agissant de ce qui se passe en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle, là aussi, des différences de couverture sont prévues entre les cadres et les non-cadres. Elles restent relativement limitées par rapport à ce qui existait avant, en tout cas sur les non-cadres, c'est évident, hormis dans quelques départements où il y avait des choses intéressantes. En cas d'invalidité de première catégorie, les non-cadres vont bénéficier d'une couverture à hauteur de 42% du salaire de référence, et ça monte à 45% pour les salariés cadres. Je vous rappelle qu'en invalidité de première catégorie, les personnes sont susceptibles d'exercer un emploi, donc on n'est pas dans une incapacité totale de travail. Quand on entre en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, s'agissant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, on va parler d'une incapacité permanente professionnelle avec un taux au moins égal à 66%. Les montants qui seront versés aux salariés concernés lorsqu'ils sont non-cadres représentent 70% du salaire de référence et 75% pour les cadres. Donc là encore, on a une couverture plus favorable pour les cadres, mais des choses qui restent nettement améliorées pour les non-cadres sur ces différents volets de la protection sociale complémentaire prévoyance lourde. On a vu les différents éléments qui constituent les protections prévues dans ce cadre. Vous avez de nombreuses options qui sont proposées, notamment sur les cadres. Il y a une option qui est dite option, mais qui est quasiment obligatoire parce qu'elle va permettre de financer le minimum que les cadres doivent recevoir de leur employeur en matière de prévoyance lourde. Donc les cotisations qui correspondent au socle, elles sont indiquées dans le tableau que vous avez sous les yeux. Donc la couverture coûte plus cher pour les non-cadres puisqu'elle est de
1,85%, j'arrondis, qu'on soit en T1 ou en T2. Je vous rappelle qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de non-cadres qui sont au-dessus du plafond annuel de la sécurité sociale. Et pour les cadres, elle est de 1,02 en T1 et elle monte à 1,74% en T2. L'écart provient du fait que, sur un plan tout à fait technique, on a beaucoup plus d'absentéisme et d'accidents de travail sur les populations non cadres qui vont faire qu'on a une plus grande fréquence des sinistres, comme disent nos amis les assureurs, sur les populations non cadres. Que en fait les régimes vont avoir beaucoup plus à intervenir sur cette catégorie de salariés. Donc ensuite les options elles vont permettre d'aller très très haut en termes de couverture. Je préfère pas forcément les détailler ici. Vous pouvez avoir des choses qui vont permettre d'avoir jusqu'à 5-6 ans éventuellement de capital d'essai et des choses qui vont permettre d'avoir aussi beaucoup plus par exemple en rente d'éducation. Donc s'agissant de la répartition des cotisations, vous allez voir que là, les différences sont considérables entre les cadres et les non-cadres, puisque c'est très simple, s'agissant des cadres, le régime de base est intégralement à la charge des employeurs. Donc les montants que nous avons vus, un peu plus d'1% pour la tranche A et 1,7% pour la tranche B, sont 100% payés par les employeurs. En revanche, pour les non-cadres, ce sont principalement les salariés qui vont financer ces différentes dispositions à hauteur de 57%, les employeurs donc n'en finançant que 43%. Évidemment, ça c'est ce qui est prévu de base dans la convention collective. Rien n'empêche ensuite, par le biais de vos négociations en entreprise, de faire évoluer ces choses dans le sens d'une plus grosse participation des employeurs sur la protection sociale, prévoyance des non-cadres. On a terminé le tour d'horizon donc succinct sur la prévoyance lourde pour les salariés cadres et non-cadres. S'il y a des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. On pourra aussi y revenir ensuite dans un deuxième temps. On va parler maintenant de complémentaire santé. Donc, en matière de complémentaire santé, dans les grandes lignes, là, la convention collective prévoit exactement les mêmes dispositions pour les cadres et les non-cadres. Petite parenthèse, il faut savoir que quand on étudie de près la façon dont les consommations s'articulent dans l'ensemble des entreprises en France entre cadres et non-cadres, il s'avère que bien souvent, on a de fait une solidarité des non-cadres vers les cadres, pour des raisons qui sont assez simples à comprendre. En premier lieu, le fait que bien souvent les cadres et les non-cadres n'habitent pas forcément dans les mêmes secteurs des grandes villes et qu'ils ont généralement plus facilement recours à des médecins qui pratiquent les dépassements dans le cas des cadres. Il y a aussi beaucoup plus de réflexes en matière de prévention de la part des cadres qui font que bien souvent, toutes choses égales par ailleurs, ce sont les cadres qui vont consommer le plus en euros par an en matière de protection mutuelle ou complémentaire santé que les non-cadres. Donc, ceci explique peut-être cela, en tout état de cause, une même grille de garantie, un même socle pour les cadres et les non-cadres, sachant que ce socle est largement plus protecteur que les dispositions du panier de soins de base prévues par l'accord national interprofessionnel en son temps et par le socle des contrats responsables. Donc ça, c'est une première chose qu'il convient de saluer. L'approche retenue par la métallurgie a consisté à se doter, outre le socle, de 2 niveaux d'options. Alors, ce sont des options. Seul le socle est obligatoire dans les entreprises de la branche, mais il est tout aussi possible de définir dans une entreprise donnée soit l'option 1, soit l'option 2, comme le contrat qui sera retenu de façon obligatoire pour s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Rien ne l'empêche.
Et nous verrons que dans ce cas, la cotisation à payer sera inférieure à celle qui est prévue si l'entreprise ne se dote que du socle de manière obligatoire et propose des options de manière facultative. La branche a prévu des choses assez souples quant à la structure de cotisation. Nous en reparlerons de façon plus détaillée. Donc elle n'est pas directive, on n'est pas de façon mécanique sur une cotisation adulte-enfant, ni familiale d'ailleurs. Les entreprises auront le choix des dispositions qu'elles retiendront dans ce domaine. Et puis, la structure des cotisations qui est prévue dans la branche repose sur une logique de zones tarifaires, 3 zones en l'occurrence, qui sont là tout simplement pour refléter les écarts existants en matière de coût de la santé entre ces 3 zones. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas une solidarité géographique nationale intégrale en matière de cotisation, qui aurait consisté, pour faire simple, à dire que l'ensemble de la province, moins une petite partie de PACA, finançait les complémentaires santé de l'Île-de-France. Je fais très schématique. Donc si on regarde un petit peu les dispositions qui sont prévues en matière de garantie, je vous ai mis vraiment les principales. L'objectif, c'est pas de tout analyser ni de tout regarder. Vous voyez que dès le socle, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues en matière de médecins pratiquant les dépassements d'honoraires, puisqu'on est à 150% de la base de remboursement dans le socle, et vous voyez aussi que l'option 1 n'apporte pas grand-chose en matière de soins dits courants, puisqu'elle va permettre de passer de 150 à 160%, donc ce n'est pas là-dessus que cette option va être intéressante. Nous verrons plus loin ce qu'elle apporte réellement. L'option 2, elle apporte aussi des compléments sur les dépassements d'honoraires, puisqu'on passe de 150 à 220% dans ce domaine. Maintenant, si on regarde, alors très important, la pharma, enfin très important à préciser, en matière de médicaments, vous avez ou pas en tête que le panier de soins prévu dans le cadre des contrats responsables ne s'intéresse qu'au remboursement à 65% et ne prévoit pas nécessairement de prise en charge pour les médicaments qui sont remboursés à 35 ou 15%. Ici, évidemment, on ne rembourse que les médicaments qui font l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale, mais on est à 100%, quel que soit le taux de remboursement de la sécurité sociale. Donc ça, évidemment, dès le socle, et de fait, pas d'amélioration dans le cadre des options. Si on regarde maintenant ce qui est prévu en cas d'hospitalisation, à noter, le socle est déjà relativement protecteur, puisqu'il intègre notamment la prise en charge des chambres particulières, à hauteur de 1,5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il intègre aussi, selon la même logique, les dépassements d'honoraires qui peuvent être réalisés par les chirurgiens et les anesthésistes, pour l'essentiel s'agissant d'hospitalisation. Il intègre également la prise en charge des lits d'accompagnants. Donc là, les options vont nous permettre de monter plus haut sur les chambres particulières et les lits d'accompagnants. Et on a la même logique qu'en matière de soins courants, s'agissant des honoraires des spécialistes amenés à intervenir dans le cadre des hospitalisations. Donc moi, ce qui me paraît important à noter, c'est que dès le socle, en particulier quand on va être dans des régions de la zone tarifaire dite basse, le niveau de protection proposé est déjà assez confortable, à la fois sur les soins courants et sur l'hospitalisation. Nous allons voir maintenant qu'il n'en va pas forcément tout à fait de même s'agissant du dentaire et de l'optique. Donc précisément, concernant les soins dentaires, sur les soins dentaires, je vous rappelle qu'il y a très peu de dépassement d'honoraires sur les soins courants. La logique de la Sécu consistant à bien rembourser
alors les dentistes ne seraient pas forcément du même avis que moi, tout ce qui va être préventif. Donc les soins courants sont plutôt bien remboursés par la sécurité sociale et on a peu de dépassement d'honoraires dessus. En revanche, ceux d'entre vous qui sont déjà allés consulter un dentiste pour avoir une couronne ou autre savent que là, il n'en va pas de même. Les montants de remboursement de la Sécu sont relativement modestes et c'est là que la mutuelle va avoir à intervenir de façon massive. Même chose s'agissant des prestations d'implantologie où la Sécu, pour le coup, ne prévoit rien. Donc là, on commence à avoir des différences assez significatives entre la base et les options. Même chose en orthodontie. Même dans les régions où les pratiques médicales restent extrêmement raisonnables, la base laissera des restes à charge en matière d'ordonnancie, en matière de prothèses dentaires et évidemment en implantologie, puisque là, elle ne prévoit absolument rien. Et vous voyez que entre l'option 1 et l'option 2, il y a finalement pas tant de différence que cela, hormis sur les cas d'orthodontie non acceptés par la Sécu, qui concernent essentiellement les orthodonties sur les adultes, donc des cas très particuliers. Je vous ai mis les principaux actes. Vous avez ensuite beaucoup de choses qui sont prévues s'agissant de toutes les techniques nouvelles, etc. L'idée, ce n'est pas non plus de passer toute notre webinaire sur les prestations complémentaires santé sur le volet dentaire. En matière d'optique, vous avez aussi des différences qui sont relativement conséquentes entre le socle et l'option 1. Sachant que pour l'essentiel, l'option 1 et l'option 2 sont assez proches. Donc je rappelle qu'en matière d'optique, désormais, il s'agit de prendre en compte la complexité des verres, et ça c'est quelque chose qui existe depuis l'ANI. Cette approche est une approche qui est pertinente sur le plan technique. Elle évite notamment les jeux de certains opticiens plus ou moins honnêtes ou délicats qui consistaient pour les personnes ayant de faibles corrections à leur permettre d'avoir des montures plus coûteuses en surfacturant les verres. Donc aujourd'hui, elle évite aussi de laisser de trop gros restes à charge dans le cas des personnes qui ont des verres très complexes et très coûteux. Ceci dit, là, la branche ne va pas forcément au bout des choses pour ces personnes-là, puisque les grilles de garantie qui sont prévues, y compris dans les options, s'arrêtent à 500 € dans le cas, donc pour l'équipement complet, dans le cas des personnes qui ont besoin de verres très complexes. Et il faut savoir que dans certains cas, le coût de l'équipement complet va plutôt être de l'ordre de plus de 700 à 800 €. Donc, c'est le dispositif qui a été retenu dans la branche. Il offre sur les verres simples une protection dans le socle qui laissera probablement de petits restes à charge aux personnes. Le niveau de l'option, en principe, sur les verres simples, va tout couvrir. Je vous rappelle que dans le cadre des contrats responsables, on a des plafonds sur les montures. Donc dans tous les cas, le mix, en principe, doit être 100 € monture et 150 € pour les verres. Donc, une option 2 qui là n'intervient quasiment pas. Je vous ai pas mis dans le tableau des garanties ici ce qui a trait par exemple aux médecines douces et autres actes de chiropractie, ostéopathie, etc. Là, ce sont des sujets sur lesquels il y a de grosses différences entre le socle et surtout l'option 2. L'option 2 admet des montants unitaires d'actes qui sont très élevés.
Donc avec des nombres d'actes qui sont de l'ordre de 4 par an en socle et option 1. On monte un peu sur l'option 2, mais surtout les montants prévus sont très élevés sur l'option 2, sur ces nouvelles techniques non reconnues par la Sécu. Donc voilà pour l'essentiel des prestations. Là encore, il y a de nombreuses choses. Je vous ai fait grâce de ce qui se passe en matière de cure thermale, forfait naissance, etc. Ici, les zones tarifaires. Donc, comme indiqué, la zone dite haute, c'est Paris et les départements d'Île-de-France, plus les départements de PACA où les professionnels de santé ont tendance à pratiquer des honoraires élevés, où les établissements en matière d'hospitalisation sont nombreux à être des établissements privés, et où globalement le fait que la clientèle en face soit solvable fait que les pratiques en matière de frais de santé amènent à des tarifs qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs en France. Vous voyez qu'ensuite on a une zone dite moyenne qui regroupe un nombre assez important de départements, dont ceux du régime local Alsace-Moselle. Et puis la zone basse, où on va trouver notamment une bonne partie de l'ouest du territoire français, où les pratiques tout simplement et des médecins et des patients font que le coût de la santé y est beaucoup moins élevé. Donc la branche a choisi de distinguer ces 3 zones tarifaires, et ça nous donne des montants de cotisation qui peuvent être assez variés. Alors là, je vous ai mis simplement à titre d'exemple le tableau à double entrée qui va permettre d'avoir une idée des cotisations qui sont prévues dans le dispositif de branche en fonction de la structure de cotisation que vous aurez retenue. Donc je vais prendre quand même quelques minutes pour commenter tout ceci. C'est des choses qui sont importantes à bien avoir en tête. Alors, en premier lieu, je vous ai dit tout à l'heure que si l'entreprise décide non pas de se doter du seul socle dans son contrat obligatoire s'appliquant à l'ensemble de ses salariés, mais de prendre comme socle l'option 1, voire l'option 2, ça coûtera moins cher. Précisément là, vous le voyez, c'est-à-dire que sur la première ligne, si on prend le salarié seul qui va avoir un contrat obligatoire ne couvrant que le socle, ça coûtera 1,15%. S'il veut souscrire l'option 1, ça coûtera en plus 0,47%, donc ça va coûter en tout 1,62%. Si l'entreprise, dans son ensemble, décide que tous les salariés bénéficient de base de socle plus option 1, ça ne coûte que 1,59. Et de la même manière, si le salarié veut prendre, dans mon cas où l'entreprise n'a retenu que le socle, l'option 2, ça lui coûtera 1,15 plus 1,01, donc 2,16, et on voit que si c'est l'entreprise dans son ensemble qui décide pour l'ensemble de ses salariés d'opter pour l'option 2, ça ne coûtera que 2,02, donc significativement moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui souscrivent une option, en moyenne, vont utiliser cette option. Ça peut paraître tautologique, mais du coup, on aura beaucoup plus de dépenses au titre de l'option si seuls ceux qui vont s'en servir la souscrivent. Donc ça, c'est un truc qui est très important à bien avoir en tête, puisque ça permet finalement de
faire des économies aux salariés qui souhaitent une couverture la plus protectrice possible, sous réserve bien évidemment que l'employeur soit d'accord pour que tout le monde soit protégé de façon beaucoup plus importante, puisque, encore une fois, qui dit partie obligatoire dit cofinancement à hauteur à minima de 50% par l'employeur. Donc, s'agissant des structures de cotisation, vous voyez qu'on a vraiment un vaste panel qui est prévu. On a 5 cas de figure possibles. Le premier cas, ça va être le cas où, dit isolé, conjoint, enfant, le salarié seul sera couvert dans le cadre du régime obligatoire de l'entreprise et il aura la faculté, à titre facultatif, de faire adhérer soit son conjoint, soit son ou ses enfants, soit tout le monde. Ce qui veut dire que s'il veut faire adhérer son conjoint, le conjoint paiera plus cher, il paiera 1,38%, là où le salarié paye 1,15%. Et pour chaque enfant, chacun des 2 premiers enfants, il conviendra d'ajouter 0,69%. Donc dans cette structure de cotisation, si l'employeur finance à hauteur de 50% le salarié, l'employeur va mettre 0,58%. On parle toujours en pourcentage du PMSS, j'aurais dû commencer par le repréciser. Et le salarié, lui, paiera 0,57% pour lui-même. Mais ensuite, 1,38 s'il a besoin que son conjoint rejoigne le dispositif. Et s'il a 2 enfants, il y aura encore 1,38 à rajouter pour couvrir ces 2 enfants. S'il en a 3, ce sera toujours 1,38. Hein. Donc, si le salarié veut faire adhérer son conjoint, ses 2 enfants, ça va nous faire 2,76 plus 1,57. Je vous laisse faire le calcul, mais on va être à un peu plus de 3% pour le salarié, là où l'employeur aura mis 0,58. Juste sur le socle. Et bien évidemment, ça commence à prendre des proportions assez dissuasives, si je puis me permettre. Si le salarié veut ajouter une option, voire passer en option 2 pour toute sa petite famille, vous voyez que là, on sera sur du 1,38 plus 1,21 pour le conjoint. Donc, on est à presque 2,6 du PMSS pour le conjoint. Et ensuite, ça va coûter 1,29 pour chacun des 2 premiers enfants. Je vous rappelle que le PMSS va encore augmenter significativement, enfin encore et de trop puisqu'il n'avait pas bougé pendant 3 ans, mais va augmenter significativement au 1er janvier prochain. Vous avez vu qu'on est à plus de... on a franchi les 3 600 € par mois, hein, donc je vous laisse faire le calcul, ce sont des montants qui sont très importants. Vous avez ensuite une autre possibilité qui va être la structure isolée famille, où là, ça coûte toujours un 15% pour le salarié, et on sera sur du 3,23% pour la famille. Donc, ça, c'est dans chaque entreprise qu'il va falloir choisir quelle structure de cotisation on prend. Hein. Dans une même entreprise, il n'y aura pas à la fois la première catégorie et la deuxième. Donc, dans ce cas, vous voyez que ça va dépendre, le salarié n'aura pas le choix quand on opte pour ce type de cotisation. Soit je suis tout seul, soit, par exemple, si je suis maman solo ou papa solo, il faut que je paye 3,23 pour couvrir mes 2 enfants, alors que dans l'autre disposition, ça va me coûter 1,4. Autre structure de cotisation envisageable, extrêmement rare. Moi, pour ma part, ça fait un certain nombre d'années que je m'occupe de regarder des contrats de complémentaire santé. C'est une structure que je n'ai jamais rencontrée, mais elle est prévue par les nouvelles dispositions conventionnelles. Salarié, duo, famille. Donc dans le duo, ça peut être le conjoint ou ça peut être un enfant.
Quatrième catégorie, qui est ma préférée, mais qui est rarement la préférée des employeurs, la cotisation familiale, le tarif unique. Donc là, que je sois tout seul ou que je sois avec un conjoint et 6 enfants, le tarif sera le même. Je vous rappelle que pour l'employeur, c'est au minimum 1,31% du PMSS à mettre sur la table. Et pour le salarié, qu'il soit célibataire sans enfants ou avec conjoint et famille nombreuse, ce sera toujours 1,31%. Donc on voit que c'est de très loin celle qui coûte le moins cher aux salariés, précisément, puisque c'est là que l'employeur va mettre le plus d'argent sur la table. C'est aussi là que les cas des parents isolés vont être le mieux pris en charge. On a une solidarité dans ce genre de structure de cotisation, on a clairement une solidarité des célibataires sans enfants vers les collègues dotés d'enfants. Je vous rappelle aussi que depuis l'ANI, dans le cas où on est en couple et où les 2 salariés travaillent dans le secteur privé en tant que salarié, normalement, le conjoint a de son côté une protection sociale complémentaire en matière de complémentaire santé. Donc c'est surtout sur les enfants qu'on a un sujet. Dernière structure de cotisation, qu'on voit pas de façon forcément très courante, mais qui est, il me semble, intéressante en lien avec ce que j'évoquais, à savoir le fait que le salarié peut être seul avec ses enfants, mais a généralement un conjoint qui de son côté va avoir une couverture. C'est la structure salarié et ses enfants d'un côté et possibilité de faire adhérer le conjoint à titre facultatif de l'autre. Là on est sur 1,79%, dont, je vous le rappelle, 0,89 à la charge de l'employeur. Donc je suis assez longue sur ces logiques en matière de structure de cotisation. Vous l'aurez compris, le fait d'avoir fait ces grilles, ça renvoie aussi au fait que la métallurgie ne partait pas d'une page blanche. De nombreuses entreprises, du fait de l'ANI, avaient déjà des complémentaires santé, et il s'agissait de permettre de ne pas trop bouleverser les choses sur le front des structures de cotisation. On imagine bien que si on était parti, je pense que ça aurait été un scénario peu probable du côté de l'UEMM, sur une structure de cotisation familiale, dans toutes les entreprises où il y avait des logiques isolées conjoint-enfant, ça aurait demandé aux employeurs de mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Et de la même manière, si on avait opté uniquement pour la structure, la première structure proposée, isolée conjoint-enfant, dans les entreprises, et il en reste où on est sur une structure familiale, ça aurait demandé d'énormes efforts d'adaptation et entraîné probablement de gros surcoûts pour les salariés. Donc j'étais assez longue, mais ça me paraît important que vous ayez bien en tête tous ces enjeux autour des structures de cotisation. Pour ce qui est de la complémentaire santé, si vous avez des questions, des remarques, etc., on peut en parler maintenant. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose sur le chat, donc on va enchaîner. Il nous reste une vingtaine de minutes pour parler de la mise en œuvre de tout ceci en entreprise. Donc je rappelle quand même, pour mémoire, qu'on attend encore l'arrêté d'extension sur ces dispositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en théorie, l'ensemble de ces dispositions doit être mise en œuvre au 1er janvier prochain. Puisqu'on n'a pas eu les arrêtés d'extension, ça veut dire que, à date, seules les entreprises qui sont elles-mêmes adhérentes au syndicat signataire, à savoir l'UIMM, sont tenues de mettre en place ces nouvelles dispositions au 1er janvier prochain. Il y a encore 2 petites semaines avant la fin de l'année, donc on ne peut pas exclure que l'arrêté d'extension soit signé dans les prochains jours. En tout cas, voilà, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Partant de là, le jour où l'arrêté d'extension paraîtra, les dispositions deviendront obligatoires au 1er jour du mois suivant, en fait, sa parution. Aujourd'hui, comment faire? Tout dépend de l'existant dans vos entreprises respectives. C'est tout simple, enfin c'est tout simple. Si
les dispositions qui existent dans votre entreprise sont d'ores et déjà plus favorables que celles qui sont prévues par les socles des nouvelles dispositions conventionnelles, que ce soit en prévoyance ou en complémentaire santé. Il n'y a rien à faire, vous êtes déjà au-dessus, tout va bien, bravo à vous. Ça veut dire que vous aviez fait des négociations fructueuses au préalable. Si vous n'avez pas de couverture, ça peut arriver dans certains cas pour la prévoyance non cadre, ou, et ça c'est beaucoup plus courant, si vos contrats sont moins favorables que les nouvelles dispositions conventionnelles, là, il importe que votre employeur se mette en conformité dès le 1er janvier prochain s'il est adhérent UIMM et dès le mois suivant la parution de l'arrêté d'extension s'il ne l'est pas. Alors, comment se mettre en conformité? Deux possibilités, soit par voie d'accord d'entreprise, soit par décision unilatérale. Et sur quoi se mettre en conformité? Bien évidemment, sur les dispositions qui sont aujourd'hui moins disantes que celles de la Convention. Je l'ai dit, c'est surtout sur la prévoyance non cadre qu'il y aura des choses à faire en général. Il peut aussi arriver que dans certaines entreprises, les dispositions en matière de complémentaire santé soient sur certains postes moins favorables que ce que dit la nouvelle convention dans le cadre du socle. Donc, en principe, je vous rassure, l'ensemble des organismes assureurs s'est mis en ordre de marche depuis l'été dernier pour faire le tour de ses clients relevant de la convention collective métallurgie et faire en sorte de les sensibiliser à la question, je parle là des employeurs, et de les amener à se mettre en conformité. Grosso modo, on a deux types d'organismes assureurs, ceux qui sont labellisés dans le dispositif conventionnel, donc ça va être Malakoff Médéric, Apicil Aesio, Vive, et ceux-là, s'ils ne sont pas encore présents dans les entreprises, ont mis en œuvre des campagnes très agressives pour faire connaître les nouvelles dispositions et faire en sorte de profiter de celles-ci pour entrer dans les entreprises de la métallurgie. Et les autres organismes assureurs qui sont en place dans les entreprises de la métallurgie se sont employés à déployer des barrières à l'entrée des labellisés en se hâtant de mettre leurs contrats chez leurs clients en conformité avec les dispositions conventionnelles. Donc en principe, si le travail a été bien fait de ce point de vue, les évolutions ont été apportées au contrat. Je vous rappelle que préalablement à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, l'employeur a dû venir devant le CSE pour lui présenter les évolutions envisagées. Si tout ceci se fait par le biais d'une décision unilatérale, s'il y a eu négociation d'un accord d'entreprise, ça s'est fait bien évidemment avec les organisations syndicales présentes. Donc, vous devez avoir été à minima informé, consulté des évolutions si vous êtes dans le cas numéro 2 où des améliorations ont dû être apportées soit en prévoyance, soit en complémentaire santé, soit les deux avec effet 1er janvier prochain. Si moi je vous invite à prendre connaissance ou à relire les notices d'information de vos contrats en matière de prévoyance lourde et de complémentaire santé, à les comparer aux grilles de garantie qui sont prévues dans le socle par les nouvelles dispositions conventionnelles, et si vous vous apercevez que ces garanties existantes dans votre entreprise sont inférieures au socle, à interpeller votre employeur pour lui demander à ce qu'il procède à une mise en conformité de ces garanties. Il peut s'avérer sur le volet des cotisations que vos contrats existants soient au-dessus ou en dessous
des cotisations qui sont prévues dans les grilles conventionnelles. Donc, selon les cas, l'employeur aura ou non intérêt à faire migrer son contrat vers les organismes labellisés ou à revenir vers son organisme assureur pour demander à bénéficier, lui mettre un petit peu le marché en main. Si aujourd'hui vos cotisations sont supérieures à celles du dispositif de branche, dire à l'assureur, moi je veux bien rester avec vous, mais il faut que vous vous aligniez sur le montant des cotisations qui sont prévues dans la branche. Donc on parle des garanties, mais on parle aussi évidemment de ce que coûte la couverture. Si vous êtes une entreprise dont les salariés sont âgés, usés par leur métier et où il y a beaucoup, pour parler comme les assureurs, de sinistralité en prévoyance, il est possible que vos niveaux de cotisation soient significativement plus élevés que ceux qui sont prévus dans les dispositions conventionnelles. À partir de là, ça peut être intéressant, y compris, vous l'avez vu, hein, sur le contrat de non-cadre, et ce sont majoritairement les salariés qui payent. Si vous êtes déjà dans un contrat où l'employeur paye à 40%, les salariés à 60%, mais avec des niveaux de cotisation beaucoup plus élevés, ça peut être intéressant de demander à rejoindre un des organismes assureurs labellisés ou de demander à votre employeur, de demander à son assureur de remettre les choses un petit peu à plat en matière de cotisation. Je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que c'est le cas, mais en tout cas s'il y a des questions par rapport à ces sujets-là, il ne faut vraiment pas hésiter, on peut y revenir. Alors le troisième cas, qui est un cas un petit peu délicat, c'est le cas où en fin de compte, on peut se poser la question de savoir si vos garanties sont au moins équivalentes sur un risque donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous allez avoir un peu plus en cas de décès, vous allez avoir un peu plus en rente d'éducation et un peu moins en capital d'essai, ou bien votre rente d'éducation à vous, elle n'est pas progressive, elle dit que c'est 5% pour tout le monde. Souvenez-vous, nous on est sur du 4% jusqu'à 16 ans, 6% de 16 à 18 et 8% de 18 à 26 si poursuite d'études. Alors, les actuaires savent dire, en fonction de votre population, si c'est au moins équivalent ou pas. Moi, ma préconisation, ce serait de ne pas se faire de nœud au cerveau et de s'aligner sur la partie de la grille de garantie où on est de façon assez manifeste en dessous. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est fixe avec 5% sur la rente d'éduc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on met 5% au plancher et on met 6 à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans et 8 de 18 à 25, par exemple. Si votre organisme assureur veut rester votre organisme assureur, ça va être des choses qui seront faciles à lui demander d'aménager. Il faut savoir que lorsque votre employeur ne veut pas migrer vers un des organismes assureurs labellisés, on va être dans un domaine de pure négociation avec l'organisme assureur qui va jouer en défense et qui voudra vous garder. Bon, si vous êtes 22 ou si vous êtes 5000, ça se passera évidemment pas de la même manière. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent, encore une fois, relever de la négociation entre les parties, à savoir l'assureur et votre employeur. En ce qui concerne les questions des options, je vous en ai déjà parlé, mais j'y reviens très lourdement quand vous négociez dans le cadre de l'entreprise. Aujourd'hui, ces jours-ci, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. L'employeur est tenu de financer 50% de ce qui est obligatoire à minima. La négociation, ça sert justement à améliorer les choses par rapport à ça. Pour un employeur, si aujourd'hui vous êtes dans une logique où c'est effectivement 50% d'une cotisation isolée qui est financée par l'employeur, obtenir de lui, à l'occasion de cette remise à plat,
qu'il passe à 60, 70, 80% de la cotisation complémentaire santé, ça va être par la même occasion redonner du net aux collègues, si la cotisation est identique, hein, c'est qui dit net dit pouvoir d'achat. Donc, je vous rappelle que quand on est dans le cadre des contrats responsables, hormis 2-3 éléments de taxes, les cotisations des employeurs ne font pas l'objet de cotisations et ne cotisent pas sur les cotisations. Donc à partir de là, c'est pour eux une façon simple de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Et s'agissant de cotisations, jusqu'à présent on n'a parlé que de cotisations qui sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cotisation, si elle est de 70 €, pourcentage du PMSS qui équivaut à 70 €, en pourcentage des salaires des gens, ça va être extrêmement variable selon qu'ils gagnent 1 SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC. Donc, si on redonne 20 € à travers la négociation sur le pourcentage de cotisation pris en charge par l'employeur, c'est 20 € quand on est au SMIC, ça fait pas le même pourcentage de salaire que si on gagne 3 fois le SMIC. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une fenêtre de tir intéressante dans les négociations en matière de complémentaire santé pour obtenir une prise en charge plus importante de la part de l'employeur qui pourra voir là-dedans une petite fenêtre de tir pour redonner du net aux salariés à travers cette manip. Bien évidemment, je pense avoir été claire sur tout le mal que je pense personnellement des régimes à option, pour les raisons qu'on a vues, à savoir un régime à option permet à l'employeur de limiter la quote-part du coût total qu'il va financer. Un régime à option va coûter évidemment beaucoup plus cher parce que aux salariés, parce qu'ils ne paieront seuls, ils seront seuls à payer l'option, 2, parce que du fait du phénomène d'antisélection, le coût de l'option sera supérieur au coût de ces garanties-là si elles sont incluses dans un régime qui est obligatoire pour l'ensemble des salariés. Donc tout ça sont des choses qui sont évidemment ouvertes à la négociation dans les entreprises. Moi je vois, c'est pour ça qu'on a tenu à organiser ce webinaire aujourd'hui, je vois dans ces nouvelles dispositions conventionnelles une occasion de remettre sur la table l'ensemble des sujets de protection sociale complémentaire pour les salariés, et ce sont des sujets qui sont évidemment importants. La complémentaire santé, tout le monde l'a en tête parce qu'on s'en sert au quotidien. Rares sont ceux d'entre nous qui ne s'en servent pas au cours d'une année, à minima pour un acte ou un autre. S'agissant de la prévoyance, on a un enjeu qui est un enjeu important, je pense, et qu'il sera de plus en plus dans la métallurgie. Donc l'existence de ce socle pour les non-cadres me paraît fondamentale pour une raison très simple. On verra ce qui se passera l'année prochaine, mais il y a déjà eu un certain nombre de réformes sur le fonds des retraites qui fait que l'âge légal aujourd'hui est à 62 ans. Un certain nombre de critères de pénibilité ont disparu en 2018 et font que, notamment dans la métallurgie, de plus en plus de salariés vieillissants vont arriver dans des situations en fin de carrière, notamment chez les non-cadres, qui vont les amener à être pris en charge au titre de dispositifs type invalidité. On va voir se multiplier avec les salariés vieillissants qui seront toujours sur le poste de travail les arrêts maladie de longue durée. Donc ces dispositions en matière de prévoyance lourde, elles sont majeures parce que pour de plus en plus de salariés non cadres vieillissants, elles vont permettre d'avoir un minimum d'atterrissage dans l'attente
de leur départ en retraite. Et je pense qu'il y a malheureusement fort à parier que les cotisations d'aujourd'hui vont pas être les cotisations de demain de ce fait. C'est un autre sujet. C'était pas forcément l'objet de nos échanges aujourd'hui, mais il me paraît souhaitable d'attirer votre attention là-dessus. On va passer rapidement les différents petits graphiques que j'avais prévu de vous présenter. Celui-ci, il dit très simplement, il illustre le sujet des options. C'est-à-dire que dans ce graphique, la courbe rouge, c'est la courbe qui donne le montant des dépenses moyennes par l'ensemble des salariés dans une boîte où on a mis en place un régime à options. La courbe bleue, c'est les dépenses en fonction de l'âge des salariés qui n'ont pris que le socle. La courbe jaune, c'est les dépenses des salariés qui ont souscrit l'option. Donc, je pense que les choses sont assez nettes. C'est sur un panel très large de contrats d'assurance qui regroupe des millions de salariés. On voit nettement cela. La dernière petite illustration, c'était pour vous permettre de vous faire une idée des différences de coûts vues du salarié. Je crois que j'en ai largement parlé, c'est pas forcément nécessaire d'y revenir. Vous l'avez compris, si on me demande mon avis, je suis résolument favorable à une structure de cotisation familiale, mais c'est pas forcément ce qui existe dans la majorité des entreprises du secteur de la métallurgie. Et puis, pour conclure, le rappel, donc ce que vous avez à négocier, c'est quasiment tout, au-delà de ce qui est prévu par la branche. Donc, la branche, elle est là, elle a apporté des avancées, c'est notre point de départ. Et puis, à partir de là, obtenir davantage que 50% de la part de l'employeur sur la santé, davantage que 43% sur la prévoyance des non-cadres, obtenir que votre socle obligatoire, ce soit pas le socle, mais l'option 1, voire l'option 2 en complémentaire santé. Pourquoi pas une structure de cotisation familiale. Et puis, de la même manière, en prévoyance, pourquoi pas un socle qui soit au-delà du socle de la branche. J'en ai terminé sur la partie protection sociale complémentaire. Quelques mots pour ce qui vous attend dans les mois qui viennent. On l'a dit, l'ensemble des autres dispositions de la convention collective, c'est le 1er janvier 2024, donc dans un peu plus d'1 an. Il va y avoir dans chaque entreprise de la métallurgie un énorme travail à faire autour des classifications, puisque l'approche des classifications a été complètement bouleversée dans la nouvelle convention collective et que aucune grille de transposition avant-après n'a été prévue au niveau de la branche. Ça veut dire que dans chaque entreprise, il va y avoir un énorme travail à faire précisément pour réaliser cette transposition, repartir des fiches d'emploi qui devront être les plus précises possibles pour ensuite positionner l'ensemble des emplois existants au sein de vos entreprises dans la nouvelle grille conventionnelle. On est conscient que c'est un très gros travail, c'est pourquoi on va proposer non pas un format webinaire sur la question, mais des modules de formation de 2 jours, de façon à ce que les représentants du personnel soient les plus armés possibles pour amorcer ces négociations et les mener de façon efficace. Il nous a paru que c'était indispensable de partir d'emblée sur un format de ce type. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie tout le monde pour votre présence, votre participation. Comme dit au tout début, on a enregistré cette heure de présentation et on va la mettre à disposition sur notre site internet et nos réseaux sociaux dans les prochains jours. Merci beaucoup.